Bienvenue sur notre webinaire de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées sur la thématique « Accompagner des adultes avec un TSA en formation ». Ce webinaire se veut un webinaire pratique pour adapter les parcours pédagogiques, comprendre et mettre en place et de favoriser du coup l'inclusion au sein de nos formations. Le programme de ce webinaire se passera en 3 temps. Comprendre du coup le TSA, des définitions, des manifestations et des impacts sur les apprentissages. Comment, une fois qu'on a compris ça, on peut adapter l'accueil des apprenants en formation qui vont être corrélés à des outils pédagogiques. Pour la 4e partie, nous le ferons un peu plus tard sur un temps d'atelier participatif sur une date qui reste à déterminer, mais on verra ça à la fin du webinaire. Nous commençons par une question qui paraît la plus facile, la plus facile en tous les cas à poser, c'est quoi l'autisme ? Le TSA, du coup, le spectre du trouble autistique, est un trouble neurodéveloppemental qui est présent dès l'enfance et qui accompagne la personne tout au long de sa vie. Il se caractérise par une dyade, qui veut dire qu'il y a 2 centres qui sont très touchés. Les 2 centres, c'est les difficultés de la communication, qu'elles soient expressives ou réceptives, les interactions sociales, ça c'est le premier gros bloc qui est compliqué pour une personne TSA. Le deuxième, c'est d'avoir des comportements et des intérêts restreints et répétitifs. Une fois qu'on a dit ça, vous imaginez bien que en fait, chaque personne qui a un TSA est unique. On parle d'un spectre du trouble de l'autisme, c'est-à-dire qu'il y a un continuum entre, et on le verra dans la 2e slide, où chaque personne doit à ses propres forces et ses propres défis, que la manifestation des difficultés sont propres à chacun, mais la seule chose où on est sûr, c'est que les évolutions sont possibles avec un accompagnement adapté et individualisé. D'où vient l'autisme ? Beaucoup aujourd'hui, les recherches scientifiques montrent qu'il y a des facteurs génétiques prédominants, des facteurs environnementaux périnataux et des anomalies précoces du développement cérébral. Vous avez sur la droite, du coup, un schéma qui vous permet de comprendre pourquoi on appelle ça un spectre. C'est que chacun se situe à un endroit particulier du continuum qui va de gauche la déficience intellectuelle et à droite la douance. Ça veut dire qu'on peut avoir un autisme sévère ou un autisme léger, où on peut aller d'une absence totale de langage à une grande volubilité. Pour la socialisation, c'est la même chose. Il y en a qui sont désireux d'entrer en relation de manière très atypique et d'autres qui ne veulent pas rentrer en relation pour les interactions sociales. Pour ce qui est de la prévalence en France, on estime à peu près entre 700 000 et 1 million de personnes qui sont touchées par l'autisme. On pourrait imaginer, ou on peut se dire qu'il y en a plus maintenant qu'avant. Aujourd'hui, on sait qu'il y en a un petit peu plus, mais ce n'est pas forcément exponentiel, ou en tous les cas, le pourcentage, il n'y en a pas beaucoup plus. Par contre, les TSA sont beaucoup plus diagnostiqués. Donc, du coup, ils ont un diagnostic et des aides, normalement, qui vont avec le diagnostic. Du coup, la définition officielle, elle s'appuie sur un document qui s'appelle le DSM-5, qui est un document américain qui a été traduit en français en 2013. Et ce DSM-5 regroupe les anciennes catégories au sein d'un seul spectre. C'est-à-dire que on a classé, c'est ce que je vous disais, dans cette dyade, des déficits persistants de la communication et des interactions sociales qui sont accompagnés par des comportements restreints et répétitifs en incluant les particularités sensorielles. Et c'est sur ces critères-là que les médecins vont mettre un diagnostic de TSA sur les personnes qui en souffrent.
Ce qui est important aussi, c'est qu'il y a un niveau de soutien dans le diagnostic. Oui, ces symptômes sont depuis l'enfance, qui ont des retentissements fonctionnels, qui excluent d'autres causes, mais aussi il y a un niveau de soutien. Le niveau 1 étant un soutien plutôt faible, un niveau 3 qui nécessite un soutien très important, surtout dans tous les actes de la vie quotidienne. Je vais vous lancer une petite vidéo pour un peu vulgariser tout ce que je viens de vous dire. L'autisme est un trouble qui touche au minimum 700 000 personnes en France. Malgré d'importantes avancées scientifiques dans la compréhension du cerveau, on ne sait pas encore très bien pourquoi au moins un enfant sur 100 naît autiste. Toutefois, de nombreuses recherches orientent les causes de l'autisme vers des facteurs génétiques et ou environnementaux. Certains scientifiques penchent également pour un excédent de synapses dans le cerveau. En cause, un ralentissement du processus normal d'élimination au cours du développement. Cette approche neurobiologique et neuroscientifique n'a pas toujours été la référence en France. Longtemps, on a pensé que l'autisme était, par exemple, l'expression d'un mal-être de l'enfant dû à une relation avec une mère supposée trop chaude ou trop froide. 30 ans après l'Organisation mondiale de la santé, la Haute Autorité de santé française reconnaît en 2010 que l'autisme est un trouble neurodéveloppemental et ne peut être lié au profil psychologique des parents. Même si l'on ne connaît pas exactement l'origine de l'autisme, on sait qu'il s'agit d'un trouble neurodéveloppemental présent dès la conception. Mais au fait, est-ce que vous savez ce que c'est un trouble neurodéveloppemental ? De notre conception à l'âge adulte, notre cerveau suit un processus appelé neurodéveloppement. Les mécanismes constituant ce processus vont orchestrer nos fonctions motrices, cognitives, comportementales et sensorielles. Ce processus dynamique est influencé par des facteurs biologiques, génétiques et environnementaux. Dans le cas d'un développement standard, chaque individu suit des étapes identifiables. Un enfant entre 6 et 12 mois va, par exemple, commencer à répondre à son prénom. Cependant, il arrive qu'au cours de la grossesse, le cerveau se développe de façon atypique, entraînant des difficultés plus ou moins grandes dans une ou plusieurs fonctions cérébrales. Apparaît alors un trouble du neurodéveloppement. Les troubles neurodéveloppementaux sont nombreux et complexes. On peut citer les troubles 10, le TDAH, les troubles du développement intellectuel et bien sûr, l'autisme. Une personne peut cumuler plusieurs troubles neurodéveloppementaux qui vont interagir les uns avec les autres. L'autisme est un trouble dont l'intensité et la sévérité diffèrent selon les individus. On parle d'ailleurs de troubles du spectre de l'autisme. Le diagnostic de TSA repose sur 2 catégories de signes. La première concerne un déficit persistant de la communication et des interactions sociales. Certaines personnes autistes sont non-verbales et communiquent avec des moyens alternatifs, comme des supports visuels ou la langue des signes. D'autres maîtrisent le langage oral, mais plus difficilement les contextes de communication. La seconde catégorie de signes est le caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts ou des activités. Un enfant autiste peut par exemple reproduire le même geste inlassablement, tel qu'allumer ou éteindre un interrupteur. En France, malgré la loi de 2005 garantissant à tous les enfants un droit à la scolarité, on estime que seulement 30% des enfants TSA sont scolarisés en milieu ordinaire. Les délais pour obtenir un diagnostic et les interventions tardives nuisent à la mise en place des moyens nécessaires pour soutenir la scolarisation. Un diagnostic et une intervention précoce sont des enjeux importants pour favoriser la scolarisation des enfants autistes. En 2018, les dernières recommandations diagnostiques de la HAS rappellent que le repérage concerne les professionnels spécialisés, mais également les professionnels de la petite enfance, de l'éducation nationale, les professionnels de santé exerçant en libéral et en protection maternelle et infantile. Les signes de l'autisme sont visibles et repérables précocement. Pris indépendamment, aucun d'entre eux ne caractérise l'autisme. C'est leur association et la répétition dans le temps qui peut conduire à un diagnostic.
Comme on vient de le voir, du coup, et qui a repris ce que je vous ai dit précédemment, je vous ai mis sur la slide que je vous présente là, ce qu'on entend par trouble de la communication, des difficultés dans la communication non verbale, les difficultés à coordonner communication verbale et non verbale, les anomalies du contact oculaire ou du langage corporel, mais aussi une incompréhension, une incompréhension des actes de communication non verbale des autres. Ça, c'est vraiment, c'est ce qui donne un peu des caractères qu'on dit atypiques, ou en tous les cas des comportements sociétals qui sont pas adaptés. Le déficit de la communication verbale, ce sont plutôt des retards ou des absences dans le développement du langage oral. Beaucoup d'écholalies, c'est-à-dire qu'ils vont répéter la phrase, l'écholalie c'est de la répétition de mots ou de phrases sans mettre de sens derrière. Et aussi, ce qui est compliqué surtout à l'âge adulte, c'est des difficultés dans l'implicite. Le second degré, la compréhension littérale est aussi l'un des déficits de cette communication. Les particularités des interactions sociales, je vous en ai cité quelques-unes, les approches sociales maladroites ou évitantes, des conversations réciproques difficiles, des restrictions dans le partage des intérêts, des émotions ou des affects, des difficultés à initier et à alimenter des interactions sociales, et surtout, ce qui est le plus compliqué, je pense, pour un travail en équipe ou pour former un groupe, c'est la difficulté d'empathie. Les déficits dans le développement, le maintien ou la compréhension des relations, ils ont du mal à ajuster leur comportement par rapport à ce qu'ils vivent, des difficultés à partager un jeu imaginatif ou de se faire des amis, et un intérêt limité pour les pairs, mais il faut le nuancer car cet apparent manque d'intérêt peut être le signe d'une anxiété sociale. Sur les mouvements et les intérêts restreints, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est des mouvements ou des discours stéréotypés ou répétitifs. Le flapping, qui est ce mouvement de main, on le voit beaucoup, des alignements de mots, des écholalies, un humour répétitif, ce qui un peu est perturbant pour une personne en face. La recherche d'immuabilité, c'est-à-dire que les rituels, des activités compulsives, l'anxiété lorsqu'il y a des changements mineurs, les transitions sont très compliquées s'ils ne les ont pas intégrées en avance. Ils ont des intérêts restreints très très forts, c'est-à-dire de forts attachements ou des préoccupations pour des objets ou des intérêts un peu inhabituels, en tous les cas par rapport à l'âge ou par rapport aux choses que pourrait aimer un groupe de jeunes adultes, par exemple, ou un intérêt excessif, circonscrit ou envahissant. Une chose qu'on aime tellement forte que on passe son temps et son énergie à vouloir toujours alimenter cet intérêt. Il y a aussi, et surtout, ce qui est très important, c'est les particularités sensorielles. Ils ont des réactions aversives à certains stimuli ou est la recherche sensorielle ou est d'apparente indifférence à certains stimuli. On le voit surtout par rapport au ressenti de la douleur. Je vous mets une petite vidéo sur la surcharge sensorielle, qui est un clip qui a été fait pour sensibiliser à l'autisme et surtout à ce que c'est qu'une surcharge sensorielle.
pour résumer, chez un adulte porteur de handicap, il faut comprendre pour mieux accompagner. On a vu que en fait, si on a compris qu'ils avaient des rituels et une rigidité, ils ont besoin de routines stables et prévisibles, et ils ont vraiment beaucoup de difficultés face aux changements, face aux imprévus. La sensorialité, elle est variable, ils peuvent être hyper ou hyposensibles. Là, dans ce qu'on vient de voir, c'était plutôt l'hypersensibilité qui avait été vue au son, à la lumière, aux textures qui impactent en fait le confort en formation. Et la communication et les interactions, des difficultés dans les échanges sociaux, la compréhension des codes implicites du groupe. Il y a le TSA, on l'a vu dans la première vidéo, le TSA, mais pas que. On a vu toutes les comorbidités, ils les ont citées, mais les comorbidités possibles, c'est-à-dire que d'autres troubles peuvent être associés. Le TDAH, le trouble du langage, le trouble anxieux. Dans le petit schéma que vous voyez les troubles spécifiques aux apprentissages, plus communément appelés les 10, sont généralement associés à un TSA. Le TDAH, qui est le déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, et toujours peuvent être associés. Donc quand on cumule plusieurs troubles, il est compliqué, mais pas impossible, de reprendre des études ou de continuer à se former tout au long de sa vie. Voilà, les impacts au quotidien sur les apprentissages, c'est l'anxiété élevée face au changement de planning ou d'intervenant, la variabilité de l'attention et de la concentration suivant l'environnement, des difficultés à gérer les imprévus ou les consignes floues, et une fatigue cognitive liée à la surcharge sensorielle. Vous l'avez vu dans la première vidéo aussi, on parle de la Haute Autorité de Santé, la HAS. Elle publie des recommandations de bonnes pratiques pour le repérage, le diagnostic, mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, sur l'accompagnement des personnes avec TSA. Ces repères visent à assurer un parcours cohérent et de qualité. Ce qui nous amène à pouvoir réfléchir, en tous les cas à donner quelques billes sur comment on adapte l'accueil et le parcours de formation des porteurs de TSA. Trois grandes choses qui sont plutôt connues, peut-être difficiles à mettre en place, mais en attendant, la première c'est individualiser, faire des évaluations de compétences et identifier en amont de la formation les points de vigilance spécifiques à l'apprenant TSA. Aménager l'environnement, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir des signalétiques claires, des routines stables, de limiter au maximum les stimuli sensoriels dans les espaces de formation. La dernière, il faudrait adapter sa communication, les supports visuels clairs, concis, et des écrits, des temps de pause réguliers et des outils alternatifs d'aide à la communication. Les stratégies concrètes pour les équipes pédagogiques, en amont pouvoir faire un projet personnalisé, c'est-à-dire de formaliser les aménagements nécessaires avec l'identification des référents, mais aussi des compétences et des choses à mettre en place avant même que la formation commence. Une sensibilisation collective de l'équipe, une formation de l'équipe et du groupe d'apprenants aux particularités du TSA en amont peuvent, une fois que l'on comprend, pouvoir être le plus inclusif, avoir des comportements inclusifs avec les personnes porteuses de TSA, et l'utilisation d'outils visuels et structurants, des tableaux de planning détaillés, pourquoi pas des pictogrammes sur des notions qui sont peut-être un peu complexes, en tous les cas dépendant de la personne avec l'autisme. Et ce qui marche plutôt bien, c'est des fiches explicatives adaptées en FALC par exemple. Donc le FALC, c'est le facile à lire et à comprendre.
ces pistes, comment on fait des pistes d'action pour réussir l'inclusion, de faire un contrat d'accueil qui précise exactement les aménagements prévus, les attentes mutuelles et les stratégies en cas de difficulté. Une régulation d'équipe, parce qu'en fait, voilà, ça demande aussi des temps d'échange réguliers pour ajuster l'accompagnement de l'équipe pédagogique en fonction de l'évolution des besoins de la personne que l'on forme. Et la petite chose qui pourrait être chouette, c'est des espaces de ressourcement où la personne puisse se ressourcer, avoir un accès facilité à des lieux calmes pour éviter la surcharge sensorielle et qui permettent du coup la récupération de la personne pour qu'elle puisse envisager de rester toute la journée, même si elle y a des temps de pause, toute la journée et toute la formation dans les murs. Les ressources et les dispositifs mobilisables, nous avons, vous le savez, des référents handicap, le CRA, qui fait le diagnostic. Chez nous, le CRA se trouve au CHU, qui est vraiment le centre ressources autisme local. Et il y a des réseaux associatifs de proximité qui permettent de pouvoir avoir de la documentation ou pouvoir avoir des lieux d'échange pour parler des problématiques liées au TSA. Il y a des ressources nationales qui le sont là, Autisme France en particulier, mais il y a beaucoup de choses au niveau national qui est faite. Et il y a des outils en ligne, je ne les ai pas cités parce qu'il y en a beaucoup, mais il y a des MOOC, ce qui a été dit, mais il peut aussi y avoir des webinaires. La Maison de l'Autisme, elle fait de la documentation sur le TSA des adultes. En tous les cas, il y a beaucoup de choses que l'on peut mobiliser ou des groupes, des associations travaillent pour l'information auprès du grand public sur les problématiques que peut engendrer le TSA. Du coup, la HAS et la RBPP, c'est les recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Notre approche intègre les particularités sensorielles, sociales et organisationnelles pour renforcer l'employabilité. C'est ce qui est demandé à l'école, mais aussi aux organismes de formation pour aider à l'employabilité des personnes porteurs de TSA, de handicap de façon générale, de TSA de façon particulière. En conclusion, je vous ai mis là l'iceberg de l'autisme, changer de regard. En gros, ce que vous voyez en haut, le handicap, les rigidités, la culpabilité, la mauvaise estime, la colère, les pleurs, la mauvaise communication, les caprices et les crises, c'est ce que l'on voit, c'est ce que la société voit. En parallèle, il y a tout ce que l'on ne voit pas et tout ce que les personnes TSA ressentent. Un mauvais sommeil, des gestions des émotions difficiles, une fatigabilité très importante, des fonctions exécutives toujours, surtout en formation, présentes en tous les cas, qui mobilisent beaucoup d'anxiété, des sensorialités qui sont toujours pareil, mobilisées, des interactions sociales qui peuvent être compliquées et un cerveau perceptif qui est toujours, pareil, lui en action, ce qui est très fatigant. L'autisme, du coup, est un trouble neurodéveloppemental permanent qui apparaît dès la naissance. Un diagnostic précoce permet un accompagnement depuis le plus jeune âge pour arriver à l'âge adulte de façon la plus socialement acceptable. Et des recommandations officielles guident les interventions que l'on peut faire, ce que je viens de vous dire avant, pour les accueillir au mieux et favoriser l'inclusion et l'employabilité. Ce webinaire se finit. Ce que je vous disais avant,
en introduction, c'est que si on a pensé, pour les gens qui étaient intéressés, à participer à un atelier participatif qui serait un endroit d'échange, d'expérimentation, de co-construction, de réflexion aussi sur des questionnements que vous pourriez avoir. Et en plus de ça, suivant la date que l'on déterminera, il y aura la présence d'une jeune personne qui apportera son témoignage sur ce que moi je vous dis, enfin ce que j'essaye de vous dire dans le PowerPoint, mais qui va peut-être mettre du concret dans des interrogations que vous pourriez avoir sur la façon dont lui a expérimenté l'éducation nationale et maintenant la formation d'adultes. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.